Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une ce soir, cette question, faut-il durcir le confinement? Les chiffres de contamination restent très élevés, les services de réanimation se remplissent à grande vitesse et certains plaident donc pour un tour de vis supplémentaire. Fermer les écoles, interdire les visites en EHPAD ou sanctionner les malades qui ne s'isolent pas. Tout est possible, mais à quel prix? Notre grand témoin ce soir, le philosophe et physicien Étienne Klein pour son livre Le goût du vrai. Il nous livrera son regard sur la gestion de cette pandémie, ses discours de scientifiques qui se contredisent et notre propre rapport à la vérité. C'est passionnant, vous verrez. Et comme tous les vendredis, notre bloc-notes avec nos chroniqueurs qui auront un accent très américain ce soir, présidentiel oblige. On compte sur vous pour réagir sur les réseaux sociaux avec le mot-clé CVR. Voilà pour le sommaire, place au débat à présent. Et pour débattre de ce confinement et d'un éventuel tour de vis supplémentaire, j'accueille sur ce plateau Djilali Hanane. Bonsoir, vous êtes chef du service de médecine intensive et de réanimation à l'hôpital de Garches. Philippe Gosselin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député et les Républicains de la Manche. Et puis à distance, en liaison vidéo, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde sur ce plateau pour cause de protocole sanitaire. Erwan Balanan, bonsoir, vous êtes député MoDem du Finistère, en direct du Finistère. La deuxième vague sera donc plus haute et plus longue que la première. Ces propos, c'est Olivier Véran qui les a tenus et il relance donc le débat avec cette question. Est-ce qu'il faut durcir le confinement? Est-ce que la France est trop laxiste? Chacun y va de son idée pour stopper cette pandémie. C'est la chronique de Stéphane Blakowski. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Clément, bonsoir à tous d'ailleurs. Alors Stéphane, si j'ai bien compris... Si j'ai bien compris Clément, on se demande aujourd'hui si les règles du nouveau confinement ne seront pas trop souples. Alors, nos fidèles téléspectateurs vont peut-être trouver ça bizarre parce que mardi dernier, on se posait exactement la question inverse dans ce même studio. Est-ce que les règles du nouveau confinement ne sont pas trop strictes? Et on pensait bien sûr là aux petits commerçants. Voilà, ce qui change quand même la donne, c'est que c'est maintenant Jérôme Salomon, donc le directeur de la santé publique, qui a écrit une note confidentielle pour tirer le signal d'alarme. Enfin, pas si confidentielle que ça, évidemment, la note, puisqu'on l'a retrouvée ce matin dans la presse, vous voyez, c'était dans le Figaro, et lui, il trouve que ce n'est pas assez strict. Alors qu'est-ce qu'il dit justement dans cette note ? En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait certainement revenir aux règles plus strictes, celles qui étaient appliquées lors du premier confinement. Donc, par exemple, ne pas autoriser les visites dans les EHPAD, il faudrait aussi fermer les services publics, et puis aussi fermer les établissements scolaires, ce qui était le cas, je vous rappelle, en mars-avril. Alors, est-ce qu'il n'a pas été en partie entendu avec ce protocole sanitaire qui est renforcé dans les lycées ? Si, ce matin, Jean-Michel Blanquer a annoncé ça, sans doute un peu à contre-cœur, parce qu'il ne voulait pas le faire au départ, mais que 50% des cours seraient faits à distance dans les lycées. On voit que ça ne va pas forcément être simple à organiser d'ici lundi. Les professeurs, les enseignants ont déjà prévu une journée de grève. Et puis, ils réclament aussi qu'on étende ça au collège. Après tout, ça paraîtrait logique, en réalité. Hein. Si ce confinement des... Est-ce qu'il y a d'autres mesures, excuse-moi. Oui, évidemment, les mesures. Vous allez voir que c'est pas ce qui manque. Alors, une des mesures envisagées, là, pareil, on lit ça dans la presse, il y a des fuites un peu partout. Donc, on lisait ce matin dans notre grand quotidien du soir qu'on envisageait au gouvernement, on réfléchissait à un confinement des plus vulnérables. Alors, depuis le début, c'est quelque chose qui paraît un peu logique. On en a déjà parlé pendant la première vague. Qui nous rappelle que 92% des décès liés au Covid concernent des plus de 65 ans. Mais enfin, quand on fait un peu le calcul, si on parle de toutes les personnes vulnérables, donc il y a les seniors, mais il y a aussi les gens obèses, certains qui sont fragilisés par des maladies, ça ferait environ 20 millions de personnes à confiner, pendant que les 47 autres millions vaqueraient à leurs occupations. Et ça, le président Macron a plusieurs fois répété que non, il était contre cette discrimination. Donc, alors, si cette option est rejetée, qu'est-ce qui nous reste ? Écoutez, vous savez qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais... On a des idées. Et voilà. Et ce fait, les idées, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc, on fait une liste pas exhaustive. Du côté des médecins, par exemple, ça c'était ce matin, je crois, sur LCI, le professeur Pialou, lui, plaidait pour le port du masque à la maison. Enfin, comment vérifier qu'on porte le masque à la maison? Est-ce que les policiers vont pouvoir taper pour dire « attention à votre masque ?» Un autre médecin qu'on connaît bien, qui est souvent venu ici, qui est le docteur Blachier, qui au départ, lui, était pour le confinement des personnes les plus âgées. Cette semaine, il disait il faut aussi faire attention aux jeunes, donc il proposait des sanctions, des amendes très très fortes, 10 000 € pour les jeunes qui organisent des fêtes un peu clandestines pour continuer à s'amuser.
Côté des politiques, bon voilà, chacun essaie un peu d'avoir une idée. Donc Nicolas Dupont-Aignan, qu'on a un peu perdu de vue, revient avec l'idée de rouvrir l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris, qui est fermé depuis 5 ans. Au Parti radical, là aussi, on fait des propositions peut-être plus sérieuses. C'est l'idée de faire généraliser les tests salivaires à l'ensemble de la population de manière très massive, comme ça peut se faire dans les pays d'Asie. J'y repense là maintenant. Elisabeth Borne, elle aussi, a brandi un peu le bâton en disant attention, on va sanctionner ceux qui ne respectent pas strictement le télétravail. Donc ça nous arrangerait pas. Moi, j'aimerais pas, évidemment, rentrer chez moi. Mais vous voyez, en tout cas, les idées, elles sont nombreuses. Ce qu'il faut, c'est trancher. C'est donc la question qu'on se pose. Que va décider le gouvernement et quand ? Merci à vous, Stéphane. Alors, on va en débattre évidemment avec nos invités. Djilali Hanane, de votre côté, vous êtes sur quelle ligne ? Vous êtes d'accord avec... alors, c'est pas une foire aux idées, mais il y a du bon dans tout ce qu'on a entendu, de ce que dit Stéphane. Il y a des mesures que vous souhaiteriez voir appliquées aujourd'hui ? Prenons la question à l'envers, en fait. Je crois que le confinement sélectif est probablement une fausse bonne idée. D'abord, l'efficacité sanitaire d'un confinement sélectif paraît assez peu crédible. On le voit bien, le confinement partiel, là, adapté, comme on dit aujourd'hui, est en train de rater, de ne pas produire ses effets. Deuxièmement, les personnes... Il n'est pas trop tôt pour en juger, selon vous ? Encore une fois, le virus galope. Vous voyez, il galope. Donc si nous, on prend 15 jours, 3 semaines pour juger de l'impact sur la propagation du virus, des mesures qui sont prises... Ça paraît pourtant, on se dit, puisque les victimes sont vraiment les personnes âgées, pourquoi ne pas cibler justement sur les personnes âgées ? Pour une raison assez simple, de mon point de vue, encore une fois. Que j'ai toujours pas comprise, moi. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous expliquer que dans ma vie, celle que je constate sur le travail, sur mon lieu de travail, on constate plusieurs choses. C'est que d'abord, l'âge moyen des patients en réanimation, c'est plutôt dans mon service 60 ans, et c'est en moyenne 61 ans en général dans les services de réanimation. Donc il faudra me dire à quel niveau d'âge on va dire que les personnes sont fragiles ou pas. Deuxièmement, les patients qui sont du grand âge ou ceux qui ont des pathologies associées, qui sont a priori des gens vulnérables, aujourd'hui sont ceux qui respectent le plus les gestes barrières, ce sont ceux qui sont le plus prudents vis-à-vis de la transmission du virus. Et donc, d'une certaine façon, je pense qu'un confinement sélectif, à la fois, ne serait pas efficace sur le plan sanitaire, et deuxièmement, ce serait une double peine pour les personnes vulnérables, parce que ce sont elles qui font plus volontiers les formes graves, et d'autre part, ce sont elles qui sont plutôt victimes que les personnes qui propagent le virus. Et donc, si on veut stopper la propagation du virus, il faut cibler le point de départ de ces propagations du virus. Philippe Gosselin, quand vous entendez le professeur Djilali Hanane dire il faut faire quelque chose, là, ça ne suffit pas, le virus galope, quand même, votre groupe a fait pression en début de semaine et vous êtes monté en première ligne pour défendre l'ouverture de ces petits commerçants jugés non essentiels. Vous ne vous dites pas, peut-être qu'on aurait dû être un peu plus en retrait sur cette question ? Mais non, parce que la difficulté, c'est qu'on a de la part de l'État, du gouvernement, des signaux contradictoires. Je ne vois pas en quoi il y aurait contradiction à demander l'ouverture des petits commerces où les gestes, les protocoles sont respectés, ou s'entasser dans des supermarchés. Enfin, très honnêtement, on parle de lieux de concentration. Je pense que chez les petits commerçants, il n'y a pas plus de concentration, voire moins. Donc ça, c'est un premier point. Mais ça rajoute un risque tout de même de... En quoi ? Quel risque y a-t-il à aller plus ? Il y a forcément des interactions sociales dès lors qu'on rentre dans un magasin. Et pas dans un supermarché ? Bien sûr que si. Mais il y a le caractère essentiel ou non. Mais à ce moment-là, la réponse devait être claire. Et le problème, c'est que le gouvernement, et c'est sans doute la difficulté, là je ne cherche pas à pinailler parce que là, ça flambe, moi je reprends les termes, ça flambe et personne ne le conteste et il faut agir. Mais on a besoin de mesures claires, lisibles et donc facilement acceptables. À partir du moment où les décisions prises donnent le sentiment de partir tous azimuts, forcément, le penchant naturel, c'est d'essayer de voir si tous azimuts, on ne peut pas y arriver. Vous voulez quelque chose de clair, mais regardez ce que dit Gabriel Attal sur vous, sur votre parti, dans le Figaro ce matin. Il parle d'un déni sanitaire et regardez cette expression, il parle d'un confinement gruyère. Oui, mais c'est le même Gabriel Attal qui est capable de vous dire un matin qu'il y aura un couvre-feu à Paris, c'était il y a 2 jours, de se faire tacler 1 heure après par le Premier ministre. Donc quand on est porte-parole, on mesure ses propos et on les adapte. Là, il ne s'agit pas d'enfermer
enfermer l'opposition dans un corner en disant l'opposition est bête et méchante. Je crois que nous avons besoin d'une lutte collective. Ce que ne veut pas comprendre le gouvernement, c'est que les oppositions, comme les élus locaux, comme un certain nombre de professions, peuvent faire un certain nombre de propositions. Il y a des chiffres sanitaires qui sont là, incontournables, et il faut faire évidemment avec. La question n'est pas de savoir si on peut autoriser telle ou telle profession, etc. C'est plus nécessairement le sujet, parce qu'en effet, les choses évoluent, mais c'est d'avoir des décisions qui apparaissent cohérentes, réfléchies, peut-être peu de décisions, mais qui soient clairement applicables. Ça, c'est l'enjeu principal. On va aller voir Erwan Balanant pour quand même avoir un peu la parole de la majorité. Pour vous, Erwan Balanant, il se trouve où le point d'équilibre? Il a été trouvé aujourd'hui ou il faut encore ajuster, si l'on peut dire, ce confinement? Mais depuis le début de la crise, depuis le mois de mars, cette crise, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend à être humble et lucide sur les situations. Et donc, avoir des évolutions de décisions, j'ai envie de dire, au fil des jours. Donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être suffisamment agile pour s'adapter. Moi, je suis très surpris de la position des Républicains on sent bien aujourd'hui, devant l'ampleur de la vague, sont en train de se dire on a peut-être fait une bêtise en étant arc-boutés sur ces histoires de petits commerces. Moi, je vais vous dire ma position sur ces histoires de petits commerces. Quand j'ai vu les premiers décrets, je me suis dit, il y a quand même une injustice. On a immédiatement remonté le sujet pour faire évoluer et pour fermer le non essentiel à l'intérieur des grandes surfaces. Et moi, j'avoue que ma position, elle a très vite évolué aussi parce que j'ai vu l'ampleur et j'ai vu les chiffres qui nous ont été fournis et qui sont fournis à tout le monde d'ailleurs et que les Républicains avaient comme nous. Et moi, je me suis dit, on ne peut pas tenir cette position, il faut avoir une position non pas de responsabilité, parce que si je dis ça, vous allez croire que vous ne seriez pas responsable. Et moi, je sais, Philippe Gosselin, et je sais que la plupart des ténors de la majorité de l'opposition sont également responsables. Mais merci, je crois qu'il ne faut pas sombrer. Mais non, mais je le note. Non, mais c'est pas de l'ironie, merci de le noter, effectivement. Par contre, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la facilité. Et parfois, oui, ça peut être facile de dire il y a injustice, le gouvernement fait n'importe quoi. Je comprends bien la logique un peu politicienne, mais aujourd'hui, je crois qu'on a tous intérêt à rester humble et lucide et à continuer à nous adapter au fil de l'eau et à nous adapter suivant les situations, suivant la montée, suivant peut-être des nouvelles solutions qui pourraient arriver, qui pourraient être proposées, parce que les acteurs proposent aussi des solutions. Je crois que c'est la ligne qu'il faut avoir sur le long terme sur ce virus. Alors justement, on va se pencher sur les solutions, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde quelques chiffres quand même pour voir exactement où on en est aujourd'hui en France. Donc hier, vous voyez ces chiffres, 58 046 nouveaux cas, c'est un record. Hein. La France est le pays le plus touché d'Europe avec 1 600 000 cas depuis le début de la pandémie. Mais pas en proportion. Oui. 85% des lits de réanimation sont aujourd'hui occupés. Alors on débat donc de cet éventuel tour de vis supplémentaire en France, mais qu'est-ce que font les autres pays qui sont également touchés par cette pandémie? On va s'intéresser à deux points précis qui font débat aujourd'hui. D'un côté, l'isolement des malades, et puis de l'autre, le contrôle du respect du confinement par toute la population. Sur ces deux points, est-ce que la France est plus laxiste que les autres? Elsa Mondingava a enquêté avec Hélène Bonduel et Cléa Joanneau. Une surfeuse sortie de l'eau par des policiers en Espagne. Son crime, être positive au Covid-19 et ne pas avoir respecté son isolement. Certains pays appliquent des mesures drastiques pour s'assurer que les personnes contaminées et leurs contacts ne sortent pas de chez elles. En Asie, par exemple, à Taïwan, si vous êtes positif au Covid, on vous donne un smartphone avec un GPS. Ce n'est pas un cadeau, mais un moyen pour la police de surveiller vos déplacements. Il y a aussi des amendes très élevées si vous ne respectez pas les règles. À Singapour, c'est 6 000 € et jusqu'à 6 mois de prison. Au Royaume-Uni, s'isoler après un test positif est devenu une obligation légale, sous peine de 10 000 € d'amende. En France, rien de tel. Le pays mise sur la responsabilité individuelle. J'ai effectivement des collègues qui ont été positifs et qui se sont déclarés. Et moi, j'ai été signalée comme cas contact. Alors moi, j'ai pas été contactée. Je crois que j'ai pas été contactée en fait, mais j'ai pris des mesures en fait seule. J'ai pas été contactée, mais je me suis isolée effectivement par mesure de prévention. Ouais. Les seules contraventions existantes valent pour non-respect du confinement. Si vous êtes contrôlé sans votre fameuse attestation, il vous en coûtera 135 € d'amende.
3 750 € si vous fautez 3 fois dans le mois. Mais force est de constater que pour ce reconfinement, les contrôles sont peu intenses. Alors, le confinement n'est pas toujours respecté. Eh ben, sans masque, parce que je sors, fumer, promener mon chien et poster mon courrier. Voilà, sans attestation, et il n'y a aucun contrôle. Que moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui se réunissent chez les uns et chez les autres pour faire des dîners. Face à cette nouvelle vague, la France pourrait être tentée de muscler son jeu. Mais pour susciter l'adhésion de la population, faut-il préférer la carotte ou le bâton ? Djilali Hanane, vous vous positionnez comment dans ce débat? Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, des amendes dissuasives pour les personnes malades qui ne respectent pas l'isolement? Et la dissuasion, ok, c'est une chose, ça peut peut-être marcher. Je ne sais pas comment la majorité des Français seraient capables de payer 10 000 € d'amende. Enfin bon. Mais surtout, je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Encore une fois, et pourtant, on le répète tous depuis le début de l'épidémie. Le virus, il se propage d'une personne à une autre. Si l'on veut stopper la propagation du virus, il faut limiter le plus possible les contacts entre les personnes. Et donc, en mars, quand le confinement total et généralisé a été opéré, il a été rapidement et radicalement efficace. C'est-à-dire avant même que les chiffres tombent au bout de 15 jours, 3 semaines, la tension a cédé au niveau de la première ligne, c'est-à-dire des services de réanimation. On l'a senti. Et ça, c'est pour éteindre l'incendie. Mais c'est de ça dont il s'agit à court terme, c'est d'éteindre l'incendie. Ça veut dire que le Parce confinement que n'est pas respecté aujourd'hui, en fait. Non, le confinement n'est pas respecté aujourd'hui. On est en train de le rater collectivement. Entre petit 1, les gens qui ne respectent pas les règles du jeu, petit 2, les dérogations qui sont trop nombreuses et pas justifiées, et petit 3, des mesures qui ne sont pas prises alors qu'elles devraient être prises. Franchement, le maintien, par exemple, des lycées ouverts est assez incompréhensible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Vous voudriez fermer complètement les lycées, pas seulement à 50%. Bien sûr, les lycées et les collèges, parce qu'on sait bien que dans cette catégorie de jeunes adultes et d'adolescents, eh bien, il est beaucoup plus difficile de faire respecter les règles sanitaires. On le voit bien à la quadrature du cercle au moment du déjeuner et des cantines. Et on voit bien donc on a là des endroits où le virus peut continuer d'accélérer sa circulation. Pas simplement de circuler, mais d'accélérer sa circulation. Et donc ça, c'est quelque chose qui... Et l'idée de sacrifier une génération qui serait privée d'école, qui serait confrontée à une crise économique et sociale, ça ne vous inquiète pas non plus? Pourquoi on dit d'emblée qu'on va sacrifier une génération parce qu'on va fermer les lycées pendant 15 jours ou un mois? Ça ne veut pas dire qu'on ne délivre pas de l'enseignement. Dans les universités, elles sont fermées. Je suis moi-même doyen de ma faculté. Je peux vous garantir que dans ma faculté de médecine, bien évidemment, l'université est fermée, mais les enseignements à distance continuent. Et la capacité peut-être des lycéens à suivre un enseignement à distance n'est pas forcément la même que celle d'un étudiant, on va dire. Bien sûr, mais ça n'est pas à vie, encore une fois. Il faut s'adapter, c'est toute une génération et c'est transitoire. Et donc, ça sera d'autant plus transitoire que les mesures que l'on prenne aujourd'hui sont vraiment efficaces. Si on rate le confinement, qu'est-ce qui va se passer? Dans 15 jours, 3 semaines, on va dire, mince, ça continue de galoper, il continue d'avoir des cas, donc on va renforcer dans 15 jours, 3 semaines le confinement, avec un confinement généralisé, et au lieu d'être bloqué jusqu'à début décembre, on va être bloqué jusqu'au printemps. Erwan Balanant veut réagir quand même sur cette question de fermer les lycées. On vous écoute. Ouais, voilà, on a l'exemple de... on voit, et le gouvernement l'a très vu, et le ministre l'a vu très rapidement, fermer ou laisser les lycées complètement ouverts n'est pas satisfaisant. Donc, il décide de passer sur une demi-jauge. Voilà, on évolue, on est agile et on fait un choix que vous pouvez peut-être juger un entre-deux. Mais aujourd'hui, moi, je ne partage pas votre idée, monsieur le professeur, parce que fermer complètement les lycées et laisser des enfants aujourd'hui qui ont déjà souffert pendant un bon moment quand ils étaient en première et qui ont maintenant, par exemple, sont en terminale, vont préparer le bac. Et c'est compliqué pour ces enfants. Et les enfants n'ont pas le degré, les lycéens, surtout les lycéens qui en sont en seconde, n'ont pas le degré de maturité d'un élève, d'un étudiant qui est à la faculté. Donc c'est compliqué, il faut trouver un juste milieu. On peut pas laisser ces enfants sans instruction. On a vu les dégâts que ça avait eu pendant la première vague. Et je pense que on ne peut pas non plus se dire qu'on va faire du stop and go sans arrêt, comme vous sembleriez le dire. Moi, je pense qu'il faut trouver, mais on doit vous écouter aussi, on doit écouter les professeurs, la science, c'est évident, mais on doit s'adapter pour avoir une vie qui continue. Et une vie qui continue dans le respect
de la santé de chacun, mais aussi dans le respect de la vie, tout simplement. Je ne parle même pas de l'économie, je vous parle de la vie. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de... Moi, je suis confiné parce que j'ai vu que j'étais cas contact depuis une semaine. Je suis chez moi depuis une semaine, je ne suis pas le plus à plaindre, je suis dans une maison, ma maison en Bretagne. Enfin, franchement, ce n'est pas une vie non plus. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à trouver des méthodes, de l'agilité, voilà, une nouvelle façon de vivre pour pouvoir vivre, tout simplement, avec ce virus, et ça ne va pas être simple, et je conçois et je comprends vos inquiétudes aussi sur le fait qu'un confinement majeur total serait certainement satisfaisant. D'un mot, Djilali Annane, et après Philippe Gosselin, parce que vous n'avez pas eu beaucoup la parole, mais vous réagissiez, on voyait secouer la tête là. Mais oui, bien sûr, parce qu'encore une fois, il faut arrêter ce genre de discours. On ne va pas installer une stratégie de stop and go ad vitam aeternam. Si on est dans cette situation critique aujourd'hui, c'est parce qu'on a été sourd aux appels du terrain fin août, début septembre, qui expliquait très clairement qu'on allait se retrouver. On l'avait daté à la semaine près, cette situation. Donc ça, quand même, il faut arrêter de dire. C'est bien le fait que l'on n'a pas su anticiper les choses, qu'on ne s'est pas préparé à cette deuxième vague, qu'on l'a subie de plein fouet. Donc, Vous faites référence au professeur Delfraissy qui, mi-septembre, a dit qu'il y a des décisions difficiles à prendre et il n'a pas été entendu, c'est ça ? Mais encore une fois, pas que. Le comité scientifique est une chose importante, mais on est plusieurs à le dire. Ce qui se passe sur le terrain, ce que nous voyons au quotidien. Vous savez, on est les premiers à voir les choses arriver. La deuxième vague, on l'a vu arriver avant tout le monde. On l'a signalé. On n'a pas été pris au sérieux. Quand on a expliqué que cette deuxième vague serait pire que la première, au début, on n'a pas été pris au sérieux. Et on avait dit, vous savez, le jour où on recomptera le nombre d'admissions en réanimation tous les jours, ce jour-là, on aura perdu le contrôle de l'épidémie et on sera de nouveau en pleine situation catastrophique. Philippe Gosselin. C'est vrai que la situation est extrêmement difficile à gérer et je crois que personne ne peut prétendre avoir la solution. Donc beaucoup de modestie, je rejoins Erwan Balanant sur ce point, beaucoup de modestie, y compris de la part de l'opposition. Mais quand même, quelques points. Quand on a un président de la République qui, le 14 juillet, nous dit « Écoutez, voilà, on aura sans doute une seconde vague, mais nous serons prêts, tout sera prêt, etc. » Quand au mois de septembre, on nous dit « Oui, il y aura quelques éléments, mais on va voir. » Et puis qu'on nous dit « On va ouvrir le couvre-feu, mais en même temps, partez en vacances de la Toussaint comme si de rien n'était. » Vous voyez bien qu'il y a quand même de l'illogisme dans tout ça. Il n'y a pas de décision claire et carrée. Et moi, je réclamais, et je réclame toujours et à nouveau de la cohérence dans les décisions. Je maintiens que le signal qui était envoyé aux petits commerçants était un mauvais signal à partir du moment où on considérait que tout était ouvert dans les supermarchés. Ça peut paraître du détail anecdotique par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, mais c'est une question d'équilibre, d'égalité et d'acceptabilité des décisions. À partir du moment où les choses sont carrées, et bien sûr évolutive. Il est évident qu'une décision d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain et il faut sans doute resserrer la vis si on ne veut pas que les par exemple, les lycées, vous souhaitez les fermer aujourd'hui ? Moi, je ne le souhaite pas aujourd'hui parce que ça me paraît effectivement plein d'inconvénients pour des jeunes qui, depuis 7-8 mois, sont en réalité quasiment déscolarisés, même s'il y a eu depuis la rentrée pas mal de choses et les lycées ont été protégés. Je pense à des étudiants, moi j'ai des étudiants à Sciences Po, je les ai vus 2 fois et encore en groupe A, en groupe E, on était en hybride, là c'est fini, on va faire passer les oraux par visio, etc. C'est pas si simple, comment on les évalue ? Moi j'en ai certains qui me l'ont dit, qui sont pas très bien. On a aussi des étudiants, alors là c'est peut-être pas les lycéens, mais des étudiants qui aujourd'hui sont terrés dans leur petite chambre de Crous, sont pas chez eux, ne peuvent pas bosser, n'ont pas de petit boulot et n'ont pas des familles qui peuvent les aider. Comment on fait pour eux ? Enfin moi je suis aussi très inquiet, là c'est pas une question de droite-gauche, je crois qu'on partage tous ces questions-là. Donc il y a les enjeux effectivement sanitaires qui sont très très forts, mais il faut qu'à côté on puisse avoir un équilibre ou en tout cas une réponse très concrète si on va au-delà. Et ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, et je le dis encore une fois avec simplicité et beaucoup de prudence, mais je regrette qu'on en soit à céder pratiquement à la panique. On a l'impression qu'il n'y a pas de plan organisé. Ça ne vient pas de vous sur le plan scientifique et médical. On a l'impression qu'en gros, il n'y a pas grand-chose de stabilisé.
je comprends encore une fois que ça soit déroutant, mais on a quand même normalement 6 mois derrière nous. On a l'impression d'être encore au mois de mars. Ce que répond Erwan Balanant. Que répondez-vous à ce manque d'anticipation, de préparation face à cette seconde vague? Moi, je suis pas d'accord avec cette idée qu'il y a eu un manque d'anticipation. C'est pas vrai. Et le ministre Véran l'a bien rappelé. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. On ne peut pas tout faire en 5 minutes, c'est évident. Mais attendez. Moi, je veux bien que vous nous fassiez le reproche parfois du manque de cohérence, cher Philippe Gosselin. Mais j'aimerais que l'opposition soit aussi cohérente dans son opposition et qu'elle réclame pas à un moment certaines choses pour nous dire ensuite qu'on n'a pas été assez vite. Par exemple, je prends l'exemple, je sens bien la petite musique, dans quelques jours, vous allez nous faire le reproche de ne pas avoir confiné si tôt, vous-même qui nous disiez qu'il ne fallait pas confiner les petits commerces. Non. Et voilà. Et donc, moi, je veux bien, et je comprends la position du professeur, parce qu'au mois de septembre, on voyait effectivement que ça devenait tendu. Mais qui aurait pu politiquement, dès le mois de septembre, prendre cette décision alors que les indicateurs n'étaient pas du tout, pour le grand public, désastreux? L'acceptation sociale de la mesure aurait été nulle. Il y a un moment, gouverner, c'est prévoir quand même. On est dans un état d'urgence. Vous avez tous les moyens pour y parvenir. On vous a donné les clés. On vous a donné les clés, bon sang. Parlez-en de l'état d'urgence quand au mois de juin, on est en train de faire la prolongation de l'état d'urgence et qu'on est en train de voir le tuilage pour en sortir. Vous nous dites il faut l'arrêter, on se reverra si on en a besoin. On vous dit non, mais je peux pas laisser dire ça. On vous dit, Erwan Balanant, on vous dit associer le Parlement, c'est pas la même chose. Oui, mais le Pourquoi Parlement, vous nous foutez de côté? Non, c'est pas vrai. J'ai pas l'impression que le Parlement n'est pas associé. Pas l'impression, mais c'est la réalité. Il y a eu des débats la nuit dernière, des débats qui ont été début de semaine. Heureusement qu'il y en a eu, et heureusement qu'il y en a eu. Vous n'étiez pas là d'ailleurs. Alors, j'étais pas là, je ne parle pas de lui, je sais très bien qu'Erwan Balanant était chez lui. Il n'y a pas de reproche là-dessus. Mais responsabilité, je reste chez moi. Non, ça on est bien d'accord. Je ne parlais pas de vous personnellement, mais je parlais de la majorité qui n'était pas là. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire pour cette histoire, c'est que oui, c'est difficile et oui, parfois des mesures sont prises à un moment donné et on doit les adapter, ce qui peut laisser paraître un manque de cohérence. Mais moi, je laisse, dans ces cas-là, je retourne à l'opposition, cette idée d'être également cohérent dans leur opposition et de garder le même cap. Alors, c'est pas vous, mais par exemple, je prends l'exemple de M. Dupont-Aignan qui, le 7 août... non, là, c'est effectivement pas nous. Je suis désolé, non, mais c'est aussi j'assume, mais pas ce qui est pas de chez moi. Le 7 août vous dit la crise est finie, et ce que devrait nous dire M. Macron, c'est la crise est finie, le 7 août, pour que, il y a quelques jours, nous disent mais vous n'avez rien anticipé, vous n'avez rien fait. Vous voyez bien que c'est extrêmement compliqué et moi je le redis, au mois de septembre, Dupont-Aignan, combien de divisions radicales aurait été impossible à prendre d'un point de vue de leur acceptation par la société. On a bien compris votre point de vue, Erwan Balanant. On va devoir s'arrêter là pour ce débat. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde, pour tous les deux, et à Erwan Balanant d'avoir été avec nous à distance. On va rester sur cette thématique sanitaire parce que c'est clairement ce qui a animé les débats, vous l'avez compris, cette semaine à l'Assemblée. C'est la chronique de Thomas Després. Et il y a eu du spectacle dans l'hémicycle cette semaine, c'est le moins qu'on puisse dire, Thomas. Oui, exactement, Clément. Cette semaine encore, l'actualité était riche ici à l'Assemblée et forcément, les équipes web d'LCP étaient aux premières loges pour vous faire vivre sur les réseaux sociaux ce qui se passait ici dans l'hémicycle. Voici ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Alors cette semaine, il y a un événement qui a à lui seul fait l'actualité de l'Assemblée, le vote sur l'état d'urgence sanitaire. À lui seul, cet événement compile les 3 extraits les plus forts sur les réseaux sociaux d'LCP. Il y a d'abord le vote par les députés de l'opposition d'un amendement réduisant la durée de l'état d'urgence sanitaire, la réponse d'Olivier Véran, très énervé face à cette décision, et puis la riposte du président des Républicains, Christian Jacob. Mais on commence par cette vidéo, c'est elle qui a mis le feu aux poudres. On est mardi soir, il est 21h30, les députés Les Républicains, aidés par les oppositions, votent un amendement réduisant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Même la présidente de la séance a du mal à y croire, scène rare dans l'hémicycle. Qui est pour? Qui est contre? Il faut compter. Donc, je vais faire l'appel. Donc, qui est pour? Levez le doigt. 78, 80, 82, 84, 85.
Qui est contre? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 80. Il est adopté. Alors quelques minutes plus tard, le ministre de la Santé Olivier Véran débarque dans l'hémicycle. Il revient d'une visite dans un hôpital avec le Premier ministre. C'est la séquence de la semaine. Le ministre de la Santé peine à garder son calme devant les députés. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. On m'a expliqué que les députés de l'opposition étaient debout pour applaudir le fait qu'ils avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et la fin du confinement à la fin novembre, quoi qu'il arrive dans notre pays. Le décalage était tellement total que j'ai décidé de venir dans cet hémicycle ce soir. Bien sûr, la réponse d'Olivier Véran en a entraîné d'autres. Regardez cette réaction, celle du président des Républicains, Christian Jacob. Il n'a pas du tout goûté à la réflexion du ministre de la Santé. Monsieur le ministre, vos propos étaient indignes et vous avez été indigne. Vous avez été indigne. Parce que, est-ce que vous pouvez m'expliquer les yeux dans les yeux qu'il n'y a pas plus de concentration de population et de risque de transmission du virus dans les transports en commun, dans les grandes surfaces, qu'il peut y en avoir chez un coiffeur, chez un cordonnier? C'est de la démagogie. Vous avez été indigne des fonctions que vous exercez. Voilà Clément, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine à l'Assemblée. Merci Thomas et un grand bravo au service web d'LCP puisqu'il fait vraiment un superbe travail pour isoler ces moments importants dans notre vie parlementaire. On passe à notre grand témoin à présent. Bonsoir Étienne Klein. Bonsoir. Alors vous êtes philosophe des sciences, vous êtes physicien au CEA, au commissariat à l'énergie atomique, et vous publiez cet ouvrage, Le goût du vrai. C'est dans la collection Tract chez Gallimard. Alors avant de parler de votre livre, une question un peu plus personnelle. Vous êtes un grand amoureux de la montagne, des grands espaces, de la nature. Comment est-ce que vous vivez ce deuxième confinement ? Je ne peux pas pratiquer l'alpinisme, en tout cas pas le vrai, donc j'essaie de pratiquer ce que j'appellerais l'alpinisme de l'âme, c'est-à-dire j'imagine que je suis en montagne et ça suffit presque à me rendre le confinement plus supportable. Bon, alors dans votre livre, vous partez d'un constat, le constat d'un affaiblissement de notre goût pour la vérité. La science a longtemps contribué à établir justement des vérités, seulement aujourd'hui on a l'impression que n'importe qui peut contester ce que dit la science en lui opposant une simple opinion. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Je pense que pendant la crise qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore, d'ailleurs, il y a eu une sorte de confusion entre la recherche et la science. On a fait comme si les deux se confondaient. Or, la science est un corpus de connaissances bien établi, qui n'a pas lieu de remettre en cause, sauf grosse surprise. Par exemple, la Terre est ronde, l'atome existe, l'univers observable est en expansion, les espèces vivantes évoluent. Ça, c'est de la science. Puis ce corpus de connaissances qui est sûr, eh bien, il pose des questions auxquelles nous ne savons pas répondre. Et c'est pour cela que nous faisons de la recherche. Donc la recherche, elle a à voir avec le doute. Et quand on amalgame science et recherche, eh bien, le doute inhérent à la recherche vient coloniser la science elle-même. Et on dit, dans une sorte de raccourci, la science, c'est le doute. Et si la science, c'est le doute, moi, avec mon ressenti, mes opinions, mes croyances, mes préjugés, j'ai le droit de contester ce que j'entends dire par les scientifiques. C'est-à-dire que le concept de vérité scientifique, c'est terminé aujourd'hui dans notre société ? Le concept de vérité, il est délicat à définir, même philosophiquement. Donc moi, je dirais simplement que la science, elle trouve, à l'issue d'une démarche très particulière, la bonne réponse à certaines questions bien posées. Et si la réponse fait consensus, alors on dit que c'est un résultat de science ou une vérité scientifique. Et aujourd'hui, en effet, ça ne suffit pas à convaincre. On peut invoquer une forme de relativisme pour dire que ce qui est dit là est dit en fait par une communauté particulière, que les vérités scientifiques sont éphémères, contextuelles, culturelles, instrumentalisées, etc. Et de sorte que, en effet, il y a à la fois un désir de véracité, parce que la population est éduquée, elle est formée, elle est informée, et il y a le souci de ne pas être dupe. Et quand on entend trop de gens dire la même chose, on se demande s'ils n'ont pas intérêt à dire ce qu'ils disent plutôt qu'à honorer la vérité.
Mais ce désir de véracité, qui est tout à fait louable en démocratie, paradoxalement, il vient alimenter l'idée d'un déni de vérité. C'est-à-dire que dès qu'on trouve une vérité, on se demande si elle n'est pas institutionnelle, culturelle, éphémère. Bref, on vient défaire par un sorte de jugement critique généralisé l'idée qu'il y a des vérités assurées. Et c'est comme ça que le désir de véracité, finalement, vient abîmer l'idée qu'il y a des vérités. Alors, il y a la contestation de la science, et puis il y a aussi la science qui se contredit elle-même. On a pu le voir dans cette actualité liée à la pandémie, toutes ces controverses qu'il y a pu y avoir entre scientifiques. Ça ne facilite pas forcément la prise de décision politique. Je vous propose de regarder ce qu'en a dit devant la commission d'enquête sur la gestion du coronavirus l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. C'était à propos des masques. J'ai dit à 13h de TF1 que le port du masque en population générale n'avait aucun sens. Pourquoi est-ce que je l'ai dit ? Parce qu'on me l'avait dit. Parce que des médecins me l'avaient dit. Parce que c'était la doctrine qui n'a changé que bien après, qu'ils le disaient. Et je l'ai dit avec assurance, parce que je pensais qu'il fallait diffuser cette information qui résultait de la doctrine. Aujourd'hui, la doctrine a changé. Alors d'abord, comment est-ce que vous vous expliquez que des scientifiques disent blanc un jour, noir le lendemain sur des sujets comme ceux-là ? Je ne sais pas quels sont les scientifiques dont on parle, mais il faut bien comprendre que la science est une aventure collective. C'est même l'organisation collective de la controverse scientifique. Donc écouter un scientifique, ça n'est pas écouter la science. Et donc il faudrait interroger beaucoup de scientifiques et voir s'ils disent la même chose. S'ils disent la même chose, il s'agit d'un consensus. Si c'est simplement un médecin particulier qui le dit, ça devient peut-être son opinion et non pas un résultat qu'on peut qualifier de scientifique. Et puis au départ, on a affaire à un nouveau virus qu'on connaît mal et donc il est normal de ne pas savoir et de bâtir des décisions sur de l'inconnaissance. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on avance au fil de l'eau. On a du mal à dire on ne sait pas, parce qu'il y a besoin de réponses, il y a des décisions à prendre. Et je pense qu'on a voulu aller au-delà de nos connaissances pour rassurer, pour justifier des décisions, alors que normalement, quand on a le temps, ce qui n'est pas le cas du politique, quand on a le temps, eh bien, il faut dire on ne sait pas encore, on va travailler, on va essayer de trouver la réponse. Justement, j'allais vous aller sur ce terrain-là. On a vu un peu deux attitudes au début de cette pandémie du côté de l'exécutif. On a vu un Emmanuel Macron très martial, déclarant la guerre au coronavirus, très sûr de lui. Et puis on a vu un Édouard Philippe plus prudent, qui a reconnu, notamment ici même à l'Assemblée nationale, qu'il ne savait pas. Et il l'a dit ouvertement. Vous trouvez ça courageux de sa part ? Je trouve ça extrêmement courageux parce que quand vous dites... Et quand on est un dirigeant, un responsable politique, il faut aussi savoir prendre des décisions à un moment. Oui, mais il faut assumer la part d'inconnaissance qui leur est associée. Par exemple, si un scientifique vient à la télévision et dit « Vous me posez une question à laquelle nous ne connaissons pas la réponse. Par exemple, vous me demandez si quelqu'un qui a contracté le virus, qui est tombé malade, peut à nouveau devenir malade par une seconde infection. » Alors, au début de l'épidémie, personne n'en sait rien. Et donc, je vais répondre à votre question, je ne sais pas. Mais si je dis trop souvent je ne sais pas, est-ce que vous allez me réinviter ? Non. Autrement dit, je serai médiatiquement débordé par quelqu'un qui dira ce qu'il pense au-delà de ce qu'il sait et qui nous rassurera par le fait qu'il a l'air sûr de lui. Comment vous jugez du coup cette gestion de la crise, cette gestion politique ? On en a débattu avant que vous n'arriviez sur ce plateau avec nos invités. Quel regard vous portez-vous là-dessus ? C'est extrêmement difficile. Après coup, on peut juger, critiquer tout ce qui a été fait ou dit, mais c'est extrêmement difficile parce que, évidemment, il y a un conseil scientifique. Les scientifiques disent aux politiques ce qu'ils savent et aussi ce qu'ils ne savent pas. Autrement dit, ils remplissent un rôle de phare et balise. Ils éclairent par des connaissances, mais aussi disent les zones d'incertitude, les risques, les dangers, les catastrophes possibles. Et le politique doit décider en méconnaissance de cause. Et assumer... En méconnaissance de cause. Oui, parce qu'il a d'autres paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas que la santé des gens, il y a l'économie, il y a l'état psychique de la population. Et donc c'est extrêmement difficile. Et je pense qu'il faut un tempérament assez solide pour assumer une telle responsabilité sans craquer nerveusement. Alors, il y a un autre défi que doivent relever les dirigeants, c'est qu'ils doivent aussi faire la pédagogie de leurs
prise de décision. Et là aussi, il y a un problème. C'est-à-dire comment expliquer des décisions quand les avis des scientifiques changent et du coup les décisions elles-mêmes sont obligées de changer et parfois de se contredire. On est face à une équation... Ouais, moi, je trouve que la conférence de presse du 28 mars, si ma mémoire est bonne, était plutôt assez réussie. Il y avait les politiques, il y avait des scientifiques qui disaient ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, qui faisaient de la pédagogie. Oui, mais ça, je parle sur la durée. Sur la durée. Alors, on avait l'occasion historique de faire de la pédagogie, d'expliquer jour après jour, en temps réel, qu'est-ce que c'est que la méthodologie de la science, en l'occurrence de la médecine et de la recherche en épidémiologie, expliquer ce que c'est qu'un essai en double aveugle, ce que c'est qu'un essai randomisé, ce que c'est qu'une statistique, la différence entre corrélation et causalité. On a souvent confondu les deux, comme si on avait le droit de dire qu'il a plu des grenouilles sous prétexte qu'il y a des grenouilles après la pluie. Et donc, on avait là une occasion de faire de la pédagogie, et je pense qu'on l'a raté, parce qu'au lieu de faire de la pédagogie, on a organisé ce qu'on appelait des débats, des clashs entre personnes qui ne sont pas d'accord, alors que débattre, étymologiquement, c'est un mot du XIIe siècle qui veut dire ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. C'est-à-dire argumenter, pratiquer une sorte de politesse de l'esprit, on laisse parler l'autre, on le laisse argumenter. Et au-delà de ça, dans beaucoup d'endroits, on a organisé des clashs et on a appelé ça des débats alors que ça n'en était absolument pas. Vous pensez qu'on ne peut plus débattre aujourd'hui dans notre société, qu'on n'est pas capable d'écouter un point de vue différent du sien ? Je pense que les gens modérés doivent s'exprimer sans modération. Les gens qui ne sont pas modérés ont beaucoup la parole, ils polarisent les discussions, de sorte que les gens modérés, qui auraient des avis très intéressants à faire valoir, ne sont pas entendus. Et le débat, si on veut qu'il soit pertinent et aboutisse à des conclusions en lesquelles on puisse se reconnaître, il a besoin de se dérouler d'une façon assez modérée. Sinon, ce sont les extrêmes polarisés qui vont imposer des façons de voir, un peu comme sur les réseaux sociaux, on peut aimer ou ne pas aimer, sans avoir besoin d'argumenter. Et là, ce sont les médias qui sont responsables, vous diriez, de cette dérive ? Moi, je ne cherche pas de bouc émissaire, je dis simplement que la République, la démocratie, a besoin de l'argumentation. Quand l'argumentation disparaît, quand on peut pratiquer des coups de force sophistiques, eh bien, je pense qu'on perd quelque chose. Il n'y a qu'à voir l'exemple des États-Unis. Alors, voilà, j'allais y venir. Hein. La science, on vient d'en débattre, d'en parler, elle est de plus en plus remise en cause par des opinions, par ce qu'on appelle aussi les faits alternatifs. Et quand on parle de faits alternatifs, on est obligé de parler de Donald Trump et de ce qui se passe aux États-Unis avec la façon dont il conteste les résultats de la présidentielle en ce moment. Quel regard vous portez sur ce qui se passe aux États-Unis actuellement ? Mais Donald Trump, il ne conteste pas la science. Parce que pour la contester, il faut la connaître. Il ne la connaît même pas, il s'en fiche complètement. Ce n'est pas du tout dans son référentiel. Il dit des choses absurdes parfois, dans le but... Sur le virus, il a quand même contesté la science. Il a un instinct du virus. Il a une vision directe du virus qui est meilleure que celle des chercheurs qui, eux, font des recherches chronophages, inutiles d'après lui, parce qu'ils hésitent, ils se trompent, ils ont besoin de protocoles sophistiqués, alors que lui a un instinct direct du virus, de même qu'il a un instinct direct du climat. Et je pense que cette invocation d'une forme de bon sens, de ressenti, d'instinct, comme il le dit lui-même, c'est quand même une très très lourde menace, parce que la science, je parle de la science moderne, celle qui est née au XVIIe siècle avec Galilée, elle s'est construite contre le bon sens. Les premières lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation. Par exemple, Galilée dit qu'une grosse pierre tombe à la même vitesse qu'une petite pierre par la gravitation. C'est pas ce qu'on voit. Et donc, faire de la science, c'est penser contre son cerveau. C'est pas dire ce qu'on pense spontanément, c'est au contraire soumettre ce qu'on croit vrai à un examen critique qui peut aboutir à changer d'avis. Mais si on est trop sûr de soi, aucune critique n'est plus efficace et il change d'avis, il dit à peu près n'importe quoi sur tous les sujets. Et ce qui m'inquiète, c'est pas du tout qu'il soit comme il est, c'est le fait que ça ne suffise pas à lui faire perdre tout crédit. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Le mensonge, c'est la marque de fabrique de Donald Trump. Comment vous expliquez qu'il soit plébiscité malgré ces mensonges énormes Ne me le demandez pas, c'est un mystère pour moi. Mais je ne dirais pas qu'il ment. Parce qu'un menteur connaît la vérité. Sauf s'il est mythomane. Mais un menteur, quand il ment, c'est qu'il ment. Lui, c'est plutôt le terme anglais, vous le connaissez, c'est bullshit. C'est n'importe quoi. Et je ne suis pas sûr que lorsqu'il dit ce genre d'ineptie, il ait conscience de les dire. Autrement dit, c'est plus compliqué qu'un simple mensonge systématique.
Merci beaucoup, Étienne Klein, d'être venu sur le plateau de Ça vous regarde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le goût du vrai, chez Gallimard. Ça coûte 3,90 € et c'est donc passionnant. Merci encore. C'est l'heure de notre bloc-notes. Et pour notre bloc-notes, on prend justement la direction des États-Unis, car l'actualité de la semaine, c'est bien sûr cette présidentielle américaine. Bonsoir Richard Verly. Alors vous êtes à Philadelphie, je crois, en Pennsylvanie. C'est évidemment l'un des États clés vers lequel tous les regards se tournent. Vous nous avez fait vivre ce feuilleton de la présidentielle tout au long de cette semaine. À l'heure où l'on enregistre cette émission, dites-nous, est-ce qu'on approche de l'épilogue ? Alors ça, c'est incontestable. On va vers un épilogue. D'ailleurs, les chaînes d'information américaines n'arrêtent pas de dire qu'on est vraiment au bord de l'annonce, au bord de la confirmation de la victoire de Joe Biden. Mais pour l'instant, ça ne vient pas. Pour une raison assez simple, c'est que les décomptes dans les 4 États clés, alors je le rappelle, on parle de l'Arizona, on parle du Nevada, on parle de la Pennsylvanie où je me trouve et on parle de la Géorgie, eh bien les résultats, ils sont d'abord pas finalisés, le décompte se poursuit, mais surtout, vu le climat que vous avez invoqué, c'est-à-dire vu les attaques de Donald Trump qui parlent de fraude en permanence, eh bien, les collèges électoraux de ces 4 États font vraiment tout pour être irréprochables. C'est ce qui explique largement la lenteur du décompte final. Et encore une fois, c'est dans les heures qui viennent qu'on devrait savoir si Joe Biden a franchi la fameuse barre des 270 grands électeurs qui lui donnera la victoire. Alors, je précise qu'il est 17h à l'heure à laquelle on enregistre cette émission. Alors, vous nous aviez expliqué, Richard, qu'on craignait des troubles dans la rue. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle ? Alors pour l'instant, en tout cas dans la ville de Philadelphie où je me trouve, c'est très calme. C'est important Philadelphie parce que la Pennsylvanie avec ses 20 grands électeurs est véritablement le cœur de la contestation de Donald Trump. Il a besoin de cet État s'il voulait, s'il pouvait être élu et il lui faut absolument démontrer qu'il y a eu fraude puisqu'il avait une avance de 700 000 voix dans la nuit électorale qui a fondu au fur et à mesure du dépouillement des votes par correspondance et maintenant il est devancé par Joe Biden. En clair, il a perdu la Pennsylvanie. Alors j'étais hier, comme vous le savez, donc dans la capitale de la Pennsylvanie, à Harrisburg, et là c'était très intéressant. De part et d'autre du Capitole, il y avait d'un côté les partisans de Trump qui réclamaient l'arrêt du décompte et un nouveau comptage, et il y avait de l'autre ceux qui veulent que tous les votes soient comptés, c'est-à-dire les démocrates, parce qu'ils savent que ça va leur donner la victoire. Eh bien, il n'y avait pas d'échauffourée, il n'y avait pas de violence, on sent que les deux camps se préparent, mais aujourd'hui, et ça c'est une chance, on ne note pas de violence importante en Amérique, même s'il semble qu'une ou deux personnes ont été arrêtées armées, mais on n'est pas du tout face à un mouvement de foule protestataire, je dis bien pour le moment. Alors de son côté, Donald Trump poursuit un peu sa guérilla judiciaire, si l'on peut dire. Qu'est-ce qu'il attend de ce combat ? Alors Donald Trump attend 2 choses à travers ses déclarations qui, c'est important de le noter, sont exactement les mêmes que celles qu'il fait depuis plusieurs mois. Il dénonce aujourd'hui ce qu'il dénonçait avant le scrutin, à savoir les votes par correspondance. Petite anecdote, il a voté lui-même par correspondance en Floride. En fait, il veut 2 choses. D'une part, idéalement, il voudrait que ses avocats puissent démontrer la fraude. La fraude, c'est quelque chose d'intentionnel. Ça prouve que des autorités d'un État donné auraient décidé de le faire perdre. Ça, bien sûr, pour lui, ce serait la victoire majeure, mais c'est très peu probable car il y a eu très peu de rapports d'incidents ou de fautes graves durant ce scrutin. La deuxième chose qu'il recherche, et ça c'est vraiment sur quoi travaillent ses avocats, notamment ceux que j'ai vus hier à Harrisburg, c'est démontrer que dans un État donné, le comptage n'a pas été bien effectué, qu'il y a eu des irrégularités, ce qui permettrait, point 1, de demander un nouveau recompte, et point 2, de le demander aussi dans un autre État, et si cet autre État arrive avec une conclusion que le comptage ne doit pas se faire de la même manière, à ce moment-là, la Cour suprême pourra s'en saisir. La Cour suprême aux États-Unis peut intervenir lorsque 2 États sont en désaccord. C'est ce que cherche aujourd'hui Donald Trump. Merci beaucoup Richard Verly, et puis bon courage parce qu'on a compris que ça n'est pas fini. Je crois qu'on va reparler dans les jours prochains. Voilà. Alors chez nos amis britanniques à présent, quel regard est-ce que l'on porte sur cette présidentielle américaine ? Je rappelle donc qu'à l'heure qu'il est, à l'heure à laquelle on enregistre cette émission, on ne sait pas encore si Joe Biden va l'emporter, mais il est quand même très bien parti. Si c'est le cas, Alex Taylor, ce serait une mauvaise nouvelle pour Boris Johnson et pour son Brexit. Le Brexit, et oui, cette grande arlésienne, et là on parle du vrai, quand la Grande-Bretagne quittera l'union douanière et le marché unique dans 7 minuscules semaines. Pour le moment, les négociations continuent, enfin ça dépend un peu quel tweet on lit, car c'est très on and off.
officiellement sur des questions touchant à la pêche et au level playing field, les règles du jeu fair play. Mais si l'on regarde derrière les tweets, chaque côté attend, comme nous tous finalement, de savoir, outre-Atlantique, the winner is. Et alors, cela changerait quoi concrètement, cela? Pas beaucoup. Le moins que l'on puisse dire est que Joe Biden n'est pas franchement fan du Brexit. Le lendemain du vote en 2016, il a tweeté « On aurait préféré un autre résultat plutôt que la victoire de démagogues brassant de la xénophobie, du nationalisme et de l'isolationnisme. » C'est déjà pas top. Mais il y a pire pour Johnson, les origines irlandaises de Joe Biden, dont les 5/8 du sang sont irlandais. Et il n'en est pas peu fier. Écoutez ces extraits lors de ses visites sur place. Selon un vieux dicton, si on a de la chance d'être irlandais, eh bien, on a de la chance tout court. Pendant la grande famine de la pomme de terre, où les Britanniques maltraitaient terriblement les Irlandais, sans plaisanterie, mon arrière-grand-père est monté dans un navire en 1842 avec plusieurs membres de sa famille, je crois illégalement, à destination de la Louisiane. Puis plus récemment, Biden a été visiblement outré par la volonté de Johnson de ne pas respecter l'accord de sortie avec l'Union européenne. Tweetant « On ne peut tolérer que l'accord de paix en Irlande, dont je vous rappelle que les États-Unis sont garants, devienne la victime du Brexit. Tout accord commercial, je cite toujours, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne dépendra du respect accordé à celui-ci. » C'est vrai qu'avec cela, Johnson ne pourra plus continuer à faire semblant qu'il n'y aura jamais de frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne en Irlande, ce qui est sa politique franchement pour le moment. Puis pour finir, Biden ne porte pas forcément Johnson dans son cœur. Lorsque celui-ci était vice-président, Johnson avait attribué le côté anti-Brexit de son boss, Obama, au fait que les origines kenyanes de celui-ci lui auraient donné une hargne contre l'Empire britannique. Bref, même si Johnson propose dans ces moments les plus erratiques de construire un pont entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, le plus urgent serait peut-être celui qui enjamberait, et dardard, ce que l'on appelle le grand étang, the big pond between Washington and London. Merci à vous, Alex. Alors, Camille Saferis et Isabelle Lasserre nous ont rejoints. Bonsoir à tous les deux. On commence par vous, Isabelle. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro. Alors, on a bien vu que les relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump avaient été compliquées pendant 4 ans. Pour autant, est-ce qu'à l'Élysée, on préférerait une victoire de Joe Biden? Alors, en fait, pour Paris, il n'y a aucun bon vainqueur. Alors bien sûr, l'arrivée à la Maison-Blanche d'un candidat beaucoup plus classique, beaucoup plus ouvert aux Européens, est une bonne nouvelle et devrait redonner le sourire aux responsables français. Mais parce que, en fait, depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron n'a absolument pas réussi à influencer Donald Trump. Mais il faut se faire aucune illusion. Joe Biden va reprendre le grand axe de la politique étrangère américaine, celui qui fut aussi celui d'Obama, et qui est un retrait progressif des États-Unis, du Moyen-Orient et d'Europe. Il n'y aura absolument pas de retour au business as usual. L'Amérique, en 2020, a changé. Elle n'est plus celle du début du siècle et c'est un véritable changement. Donc, à vous entendre, on peut se demander si finalement une réélection de Donald Trump ne serait pas une meilleure chose pour Emmanuel Macron? Écoutez, c'est pas complètement exclu parce que quand on analyse la situation, on s'aperçoit que Emmanuel Macron a tiré profit du comportement erratique de Donald Trump. Il s'est engouffré dans le vide laissé par les États-Unis. Il a pris la tête de toutes les grandes initiatives européennes de ces derniers mois. Par exemple, en 2019, au G7 de Biarritz, c'est lui qui a organisé la visite surprise du ministre des Affaires étrangères iranien dans l'espoir de débloquer une solution sur le sujet du nucléaire. Autre exemple, c'est Emmanuel Macron qui tient tête à Erdogan quand les États-Unis ne disent mot et le laissent agir. Donc, on peut tout à fait considérer que Joe Biden, qui a promis, ne l'oublions pas, de restaurer le leadership américain, veuille reprendre
ces grands dossiers de politique étrangère à Emmanuel Macron. Et s'il fait ça, du coup, ça affaiblirait l'Europe. C'est aussi un risque, parce qu'avec son ton poli et sympathique, avec son expérience, avec son comportement normal, Joe Biden pourrait endormir les Européens. Les joutes destructrices de Trump, comme sa menace de ne plus respecter la garantie de sécurité transatlantique, avait enfin provoqué un mini-réveil des Européens qui commençaient à comprendre qu'ils ne pouvaient plus se dépendre entièrement à 100% des États-Unis. Alors le risque avec Joe Biden, c'est qu'une partie de ces Européens se ruent à Washington et se replacent illico sous le parapluie sécuritaire américain, fut-il perclus de trous. Et alors là, l'autonomie stratégique, qui est quand même le grand projet européen d'Emmanuel Macron, est à nouveau renvoyée aux calendes grecques. Et c'est ce qu'on a commencé à voir d'ailleurs avec la ministre allemande de la Défense dans une tribune dans le magazine Politico, où effectivement elle souhaite à nouveau se mettre sous la protection du bouclier nucléaire C'est sans américain. doute le premier pays qui se ruera à Washington. Merci beaucoup Isabelle. Alors on est vendredi soir, c'est l'heure de l'apéritif. Absolument, Camille, c'est l'heure de l'apéro. Camille Saferis. Alors aujourd'hui, vous prenez un verre avec Bruno Studer. Alors, vous avez pris un verre, Oui. c'était quand même dans des conditions un petit peu différentes de celles d'aujourd'hui, on va Exactement. le préciser. Hein. Donc Bruno Studer, député La République En Marche. Du Bas-Rhin. Du Bas-Rhin, ancien prof d'histoire géo. Absolument, né à Colmar. Il s'est mis en disponibilité depuis qu'il est député. Et alors, il y a 2 ans, il a pris délibérément l'accent alsacien dans l'hémicycle pour répondre à une remarque désobligeante d'un député, Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, sur l'accent d'une journaliste. Alors, buzz, bad buzz sur les réseaux, etc. Alors, on est revenu ensemble sur cet épisode. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. J'espère qu'elle sera intelligible jusqu'au bout, malgré mon accent alsacien. On va rappeler donc la chose, c'était le 24 octobre 2018. Vous avez pris donc l'accent alsacien. Que je n'ai pas par ailleurs. À l'Assemblée. Oui, c'est ça, voilà. Je trouve que s'attaquer comme ça à l'accent d'une personne, mais enfin, c'est s'attaquer à quelque chose de très intime. Il paraît que vous connaissez, vous savez faire d'autres accents. Alors là, une fois, je sais pas ce qu'on va boire maintenant, mais j'ai commandé un picon il y a un quart d'heure, toujours pas là, hein. Ça va? Moyen? Moyen. Il n'y a pas le feu au lac, c'est pas grave s'il prend son temps pour m'amener son picon bière. C'est mieux? Ouais, c'est pas non, grave. mais je vois quel genre d'imitateur vous êtes. Du dimanche, hein, Ouais, l'imitateur. du dimanche, voilà, c'est ça. Vous êtes un imitateur du dimanche. On a eu un meilleur imitateur que vous avez reçu dans l'émission, c'est Philippe Gosselin, il y a quelques semaines. Ah oui, il était sur le plateau. Qui nous a avant fait vous. un numéro. Alors Bruno Studer est très sympathique, mais c'est vrai que chacun a son répertoire, hein, c'est un peu différent. Alors Bruno Studer, il faut dire qu'il a eu la Covid au mois de mars, il a perdu l'odorat, et ça lui a posé évidemment des problèmes au quotidien. Il y a des choses que je sens, il y a des choses que je sens pas, et en particulier notamment mon odeur corporelle, c'est quelque chose que j'ai du mal à percevoir. Ouais. Donc du coup je demande à ma femme parfois pour me rassurer, est-ce que je sens pas la transpiration? Non mais en fait quand j'ai vraiment perdu une partie de l'odorat. À l'Assemblée, c'est gênant de ne plus avoir d'odorat? C'est gênant en politique de ne pas avoir donné. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai pas perdu mon nez, j'ai perdu mon odorat. Ouais. Pas l'intuition? Et puis non, j'espère pas. Vous voyez, On espère que ça va lui revenir quand même. On espère que ça va lui revenir. Ça lui est peut-être revenu depuis qu'on a tourné cet apéro. Alors, c'est d'autant plus, il est d'autant plus concerné par cette chose-là. Bruno Studer qui vient à l'Assemblée en vélo électrique. C'est un vrai Alsacien. C'est un vrai Alsacien, oui, absolument. Et figurez-vous qu'il y a 6 vélos électriques actuellement qui viennent d'être mis en service à l'Assemblée. C'est un peu comme des Vélib, mais dédiés uniquement aux députés. Alors je le dis parce que moi je l'ai appris, je ne le savais pas. Je pense que les gens ne le savent pas. Alors évidemment, question célèbre, question rituelle à la Michel Chevalet, comment ça marche? Ah, c'est mieux que les Vélib, mais c'est moins bien que ce que j'ai à Strasbourg. Ah, et vous faites du combien avec ça? C'est limité à 25. À 25, l'assistance électrique s'arrête. Ah, c'est vrai? Ouais. Oui, parce que c'est la loi. C'est la loi. Nul n'est censé ignorer la C'est loi. ça. Donc on ne va pas plus vite que 25. C'est une nouveauté à l'Assemblée, les députés peuvent se servir des vélos en libre-service. C'est ça. J'étais convaincu que le vélo électrique, ça allait révolutionner les transports en Et vous avez commun. raison. Mais j'ai souvent raison. Il a un beau vélo, mais pas très modeste. non, mais il a beaucoup d'humour. Il est vraiment sympa de s'être prêté au jeu. Bon, merci Camille, merci Clément. à tous les deux, merci Isabelle. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, téléspectateurs, de votre fidélité. Tout de suite, le grand retour de Déconfiné sur LCP avec Maïtena Birabin. Prenez soin de vous. Bon week-end, bonne soirée sur LCP.